Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de Culturez-vous, anciennement La Plume au Bec. Vous êtes bien sûr la web radio de la MJC de Bolbec, Radio Action Jeune. Alors, Culturez-vous, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission mensuelle qui met en avant les artistes connus qui mériteraient de l'être davantage. Nous nous étions principalement penchés sur le monde littéraire du temps de La Plume au Bec. Désormais, nous parlerons aussi musique et peinture. Justement, aujourd'hui, pour cette émission, nous avons invité Adélaïde Leferme, artiste peintre et curatrice. Bonjour Adélaïde. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre émission. Donc nous allons parler de tout votre travail, donc artiste peintre et curatrice. Alors on va commencer par ça d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est curatrice ? Alors curatrice, si vous préférez, dans le monde de l'art, c'est un peu ce qu'on appelait il y a quelques années commissaire d'exposition, à savoir mettre en valeur également d'autres artistes peintres, sculpteurs, plasticiens, et pouvoir parler de leur travail avec une déclinaison de médiation, voilà, sur ce qu'ils font exactement, et de mettre en valeur l'autre artiste. Bon voilà, donc comme ça on commence bien l'émission. Au moins on sait tout de suite vers où on va. Pourquoi animer cette émission ? Maëlys, qui est à mes côtés, que vous avez l'habitude d'entendre dans nos émissions. Bonjour Maëlys. Bonjour. Donc tu es service civique très impliqué dans le pôle média, à la MJC en général. Hein. Et donc, voilà, elle vous a préparé quelques questions. On est prêt ? Oui, on est prêt. Alors c'est parti, première question, ça va être pour le moment des questions un peu générales et après on va retourner plus dans le perso, si vous nous le permettez. C'est parti. Pouvez-vous vous présenter à nos spectateurs ? Je suis Adélaïde Leferme, donc artiste peintre et curatrice, comme l'a dit Florian. J'ai suivi un parcours je peins depuis que je suis toute petite et j'ai suivi un parcours évidemment artistique. J'ai commencé par faire les beaux-arts au Havre. Puis après, pour être originale, je suis montée sur Paris et j'ai fait l'école Nissim de Camondo, qui est une école d'architecture intérieure et de design. Puis l'AEMC, qui est une structure d'ingénierie culturelle et de médiation, pour pouvoir un petit peu parler de tout ce qui est projet culturel dans une sphère avec des publics spécifiques comme des publics jeunes publics ou publics d'experts. D'accord. Pouvez-vous nous parler de vos peintures ? Alors, je pratique un style qui s'appelle figural, entre du figuratif, où on voit vraiment les formes, les motifs, etc., et qui se révèle assez facilement en première lecture à tout spectateur, et de l'abstrait, qui se révèle au fur et à mesure des strates qu'on regarde la peinture. Donc c'est un peu un mix entre les deux. Parfois c'est plus figuratif, parfois c'est plus abstrait, parfois on est vraiment dans un équilibre. Ça dépend complètement de l'inspiration du moment et du thème qui m'est imposé. Et qu'est-ce qui vous a justement appelé pour aller vers ce style-là ? Alors en fait, parfois, c'est un peu comme une espèce de méditation sur le long terme. Je me mettais à peindre, et plutôt du figuratif, parce que c'était ce qui m'était demandé, des portraits, des commandes, des chevaux, des animaux, des paysages. Et puis au bout d'un moment, je suis un peu portée par quelque chose, des ondes ou un monde intérieur que je ne peux pas trop expliquer. Et puis ça en vient à faire des formes que je ne contrôle pas toujours. D'accord. Comment trouvez-vous l'inspiration ? Alors, je pars toujours... Moi, je suis une artiste qui aime bien la contrainte. Je pars toujours... Enfin, qui aime bien la contrainte. Ça, dit comme ça fait un peu... C'est un peu trivial, mais j'aime bien qu'on me donne un thème ou qu'on m'impose un code couleur ou quelque chose dans ce style-là. Je pense que ça, c'est une déformation de mon côté architecte d'intérieur. Et du coup, je pars de tâches colorées. Et en fonction de la forme de la tâche, j'ai une espèce de réflexion sur le visuel qui apparaît. Et puis j'essaye d'aller plus en profondeur avec quelque chose d'abstrait et comme s'il y avait un message un petit peu indicible et pouvoir le transmettre au regardeur. Parce que dans une œuvre, il ne faut jamais oublier, il y a l'artiste, il y a l'œuvre, il y a la personne qui va recevoir l'œuvre. Donc on est vraiment dans une espèce de trio comme ça et c'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours garder en tête pour que le travail soit efficace. Combien de temps ça vous prend de créer une toile ? Ça, c'est la question qu'on me pose toujours lors des expositions, des vernissages ou éventuellement de mes interventions dans les écoles ou dans les lieux de culture, parce que je suis très sensible. Une nation à deux mamelles, c'est vraiment art, culture et éducation. C'est très important. En fait,
pour vous répondre de manière un peu globale, la différence, vous connaissez la différence entre un artisan et un artiste. Un artisan va être payé aux heures qu'il fait parce qu'il réalise un travail vraiment précis, donné, et un artiste, ça va être au résultat. Donc parfois, ça va être très rapide. Si l'inspiration est là, paf, allez, on est sur quelques heures, quelques jours. Et puis si vraiment c'est une commande et on entre dans une série ou dans une réflexion un peu plus poussée, ou même si c'est un travail collectif, là, ça peut prendre des mois, voire, sans vouloir vous effrayer, des années. Oh, c'est effrayant. Qu'est-ce que vous aimez le plus et qu'est-ce que vous aimez le moins dans le processus de création? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais bien les contraintes, pour être un peu original, mais j'aime le côté devoir répondre à un besoin. On a tous des besoins. Et le fait de devoir répondre à un besoin, c'est finalement aller dans quelque chose de beau, de bien, parce que je suis très sensible à l'éthique, le beau et le bien, et contribuer à rendre l'art le plus accessible au plus grand nombre. Donc si ça répond déjà à ce type d'interrogation, je suis déjà ravie. J'ai l'impression qu'il y a une partie du challenge qui est déjà remplie. J'aime bien aussi le côté unique, reproduire quelque chose, mais ce sera toujours différent. Ce ne sera jamais 2 fois la même chose. Ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Qu'est-ce que j'aime le moins ? Ce serait, oui, la reproduction qui ne serait pas dans un processus technologique de sérigraphie ou quelque chose comme ça, et qui serait vraiment, me demande de refaire 2 fois la même chose exactement au centimètre près. Là, je pense qu'on ne peut pas être dans ce type de contrôle quand on est vraiment artiste et qu'on est vraiment inspiré, qu'on est lancé dans une espèce de fluidité de création et de gestes. Moi, je travaille surtout sur des grands formats, parce que j'aime bien que le geste soit libre. Et je pense que la liberté qu'on donne comme ça quand on peint et qu'on est dans son monde sera une espèce de message qui sera réceptionné par le spectateur. Quand vous peignez justement, est-ce que, je pense à un de vos tableaux où il y a une lune, le fond il est bleu, il a un titre ce tableau d'ailleurs? Alors c'est Bleu d'âme. Alors, c'est pas tout à fait une lune, hein. C'est une espèce de tunnel lumineux, et on voit une espèce de cercle de poissons, comme si on était en plongée sous-marine, qu'on avait le dos collé au sable au fond de la mer, puis on regardait vers la surface de l'eau. Et donc cette espèce de lumière qui nous appelle à travers des poissons qui tournent sur l'intelligence collective. Un poisson seul, un petit poisson seul dans la mer va se faire manger, mais tout un groupe de poissons qui se soudent vont effrayer les prédateurs les plus connus comme les requins ou les orques. Et c'est là où c'est quelque chose qui m'intéresse, même pour éventuellement exposer en leasing ou en achat dans des sociétés, parce que ça permet quand même aux employés, puis c'est quand même une identité visuelle forte et un message fort que ferait passer du coup la société à ses salariés. Ce genre de visuel. Ah, bon, je pense à ce tableau parce que justement j'ai déjà vu. Si jamais quand vous peignez, vous vous rendez compte qu'il y a une erreur, que tout compte fait, ce rendu-là, il n'est pas bon, est-ce que vous arrivez à le corriger? Alors en fait, dans la peinture, alors moi je dispense des cours d'art plastique dans les écoles aussi, et puis pour des stages pour adultes éventuellement aussi. Et j'explique toujours, alors dans la peinture, il n'y a pas d'erreur. L'erreur n'existe pas. L'erreur, c'est dans l'œil d'une personne qui va se dire « Oh là là, au niveau de la proportion, je ne réponds pas à l'exercice parce qu'on me demande de faire un œil avec les proportions de Botticelli, avec les proportions de Léonard de Vinci, le Corbusier, le modular, ce genre de choses. » Alors là, on ne répond pas à l'exercice, donc ce n'est pas une erreur. C'est un petit accident de parcours, une petite tangente sur le chemin. Et puis l'important, ce n'est pas la destination. Donc le bien, le mal ou l'erreur dans un sujet artistique, ce serait plutôt quel chemin on emprunte et de pouvoir profiter du chemin présentement. C'est ça qui est important, c'est le cheminement jusqu'à l'œuvre. Et puis deuxièmement, quand on réalise une œuvre picturale comme ça, en peinture, on a toujours droit au repentir. Ça veut dire, surtout en peinture à l'huile, parce que ça a des temps de séchage extrêmement longs, ça veut dire qu'on peut toujours revenir et réintervenir sur son œuvre. Et je vais vous confier un petit secret, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais... Mais sachez que un artiste vivant peut intervenir sur une œuvre que tout un chacun lui aurait achetée jusqu'à quasiment sa mort. C'est autorisé. Donc voilà. Où est-ce que vous peignez généralement? Est-ce que vous avez une pièce particulière ou un jardin? Alors, moi, je travaille surtout dans mon atelier.
je travaille aussi de plus en plus la nuit, avec des bonnes lumières qui rendent un effet un petit peu jour. Dans les ateliers, de toute manière, ils étaient toujours exposés au nord, parce qu'il ne fallait pas que la lumière soit évolutive pendant le travail de l'artiste. Donc à l'époque où il n'y avait pas de bonnes lumières artificielles. Donc moi, c'est plutôt la nuit, parce que j'ai 2 enfants. Donc la journée, je suis quand même pas mal occupée, puis je travaille en intervention dans les écoles, dans les structures éducatives, culturelles, etc. Ou en vernissage, galerie, voilà. Mais je peux très bien également être en extérieur, parce que du coup, j'habite pas très loin de Bolbec et on a un accès direct à la nature. Et c'est vrai que parfois, pour retrouver l'inspiration, c'est aussi sympathique quand il fait beau de se mettre dehors pour pouvoir faire des beaux aplats de peinture ou vider beaucoup de peinture sur une toile. C'est plus sympa que dans un atelier où il va y avoir pas mal de tâches, puis le temps de séchage est moins sympathique. Si on en met un peu partout, c'est plus compliqué à nettoyer après. Mais non, j'ai pas plutôt un atelier, mais j'ai pas forcément de contraintes de lieu. Je pense que l'inspiration peut venir de chaque cellule, de chaque chose qu'on peut voir. Et parfois, l'inspiration, ça ne se contrôle pas. On est en vacances et on se dit « faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça ». Puis il faut le faire tout de suite. C'est une espèce d'urgence de message qu'on a envie de transmettre ou qui doit sortir. C'est pas quelque chose on n'est pas dans le contrôle, on est plutôt dans le lâcher-prise. Et d'ailleurs, quand j'interviens avec les élèves, c'est quelque chose auquel je tiens, parce que souvent, ils sont dans le contrôle au début. Enfin, ils veulent vraiment le trait. Tu sais, ils sont un peu stressés. Ils tiennent fermement leur petit crayon HB. Et en fait, pas du tout. Plus le trait est fluide, plus le geste est libre. On en revient à ce que je disais un peu tout à l'heure, mais c'est vrai. Plus on ira loin dans le message qu'on veut transmettre, parce que c'est comme si on entrait tout de suite en connexion et qu'il n'y avait pas de barrière entre nous. Alors justement, quand vous avez la folle inspiration, comme là, il faut le faire maintenant tout de suite, vous avez un petit cahier dans lequel vous commencez à faire un schéma, un croquis, ou vous arrivez à garder cette idée et cette force pour une fois que vous êtes rentré? Alors, ça dépend complètement de la commande, du pourquoi. Moi, en général, ça arrive vite, tout de suite comme ça, et ça sort vite, tout de suite comme ça sur la toile. Mais oui, quand j'ai actuellement une ouverture d'autres horizons avec une association avec Jean-François Petithomme. C'est la création d'un concept greffé artistique sur verre et textiles dérivés de mes toiles, dont la fameuse toile Bleu Dame dont on parlait, avec des poissons à la feuille d'or, un fond bleu, très très consensuel, comme ça, avec des belles couleurs, de la poudre d'or, de la feuille d'or, donc somme toute, quand on le voit comme ça pourrait faire très décoratif, mais qui délivre un message très fort, et qui s'appelle On s'en fiche. Donc, à savoir qu'on l'écrit on 100 fish en anglais, donc il y a une espèce en plus de côté comme ça multiculturel qui est intéressant dans l'esprit. C'est plusieurs thèmes de mes peintures, plusieurs collections. Et on collabore avec des créateurs, haute couture, mode, pour réaliser des œuvres uniques sur vêtements, mais également dans des milieux transverses comme des maisons de vin, de champagne, mais aussi pour des particuliers et des entreprises pour un événement donné qui nous serait imposé. J'ai oublié le début de la question. Oh, c'est bon ça. Oui, quand vous avez l'idée, la folle envie de voir le faire. Donc voilà, donc quand on m'impose par exemple de créer une bouteille de champagne, merci Florent, vous êtes adorable de me remettre sur les rails de la création et de l'échange radio. Quand on me demande, un créateur me demande évidemment de lui créer une bouteille de champagne avec un thème donné. Bah oui, je vais lui faire des prototypes, je vais lui faire des projets. Et là, on rentre dans quelque chose qui est plus dans l'ordre de l'art design que de la création pure d'artistes peintres sur toile. Mais par exemple, si un galeriste me donne un thème, je sais pas moi, par exemple, Yellow is the New Black, parce que j'interviens pas mal à Paris en galerie avec des sujets donnés, eh bien, je vais faire aussi des essais couleurs en avance ou des choses comme ça pour que le rendu soit exactement dans le message ou dans l'idée de ce qu'on attend de la commande, entre guillemets. Oui. Et justement, vous qui aimez les contraintes, les commandes, vous arrivez toujours à trouver un résultat? Alors, il y a commandes et commandes. Donc, en général, on vient me voir, par exemple, sur une foire ou un stand
parce que le style plaît. Voilà, donc on me dit moi j'aime bien tel mouvement, telle couleur, mais par contre c'est pour l'anniversaire de ma femme et elle déteste tout ce qui est doré. Donc, au lieu de mettre de la feuille d'or, pourriez-vous juste symboliser le banc de poisson ou le cheval de manière différente ou mettre plutôt de la poudre d'argent ou du bronze, du cuivre pour un rendu différent. Là, je vais me coller un peu à la demande du mari pour son épouse qui est très angoissée de ne pas satisfaire madame. Ou alors, en termes de commandes, je vais pratiquer au niveau virtuel. Donc, je vais faire des montages avec des logiciels informatiques de 3 ou 4 possibilités ou taille ou rendu pour que les personnes avec des photomontages à l'intérieur d'une pièce, par exemple au-dessus de là où ils voudraient que le tableau soit posé, ou que l'objet de design soit posé, pour que le client soit à 100% certain de son choix et que je sois bien certaine d'avoir compris la demande initiale. Voilà. Comme ça, on reste sur une communication fluide ensemble et on avance en mode projet, pas à pas. Et c'est plus confortable pour moi, mais c'est beaucoup plus confortable pour le client également. Du coup, est-ce que vous improvisez totalement la peinture ou est-ce que en fait vous planifiez certains éléments, vous savez exactement où les mettre ou vraiment? Alors, comme je pars souvent quand je travaille sans contrainte, enfin sans trop de contraintes, à partir de tachage sur des aplats, il y a toute une partie que je ne maîtrise pas dans le geste initial de dripping ou de pouring. Donc, c'est quand on lance de la peinture sur une toile ou quand on étale de la peinture sur une toile de manière un peu abstraite, comme faisait Pollock, par exemple. Donc, cette partie-là, je ne contrôle pas vraiment. Mais après, justement, je reviens dans quelque chose d'un petit peu plus donné en premier ou deuxième degré de lecture. Et là, oui, on est un peu plus dans quelque chose de contrôlé ou du moins de réfléchi. Parce que de par ma formation, quand j'étais aux Beaux-Arts, mais également en ingénierie culturelle, j'aime bien délivrer un message fort dans ce que je peins. Je n'aime pas l'art, entre guillemets, enfin ça n'existe pas, mais la gratuité d'une image où il n'y a pas de recherche d'explication de quelque chose, de médiation, on ne va pas chercher le public. Je suis dans une relation artiste avec ma toile, je me fais plaisir et j'ai envie d'utiliser les couleurs que je veux. Et puis le but, c'est pas d'apporter un bien-être ou d'apporter un message ou un enrichissement à la personne à qui qui compte voir cette œuvre. Et puis l'important pour moi, c'est qu'il y ait réaction qu'il y ait réaction positive ou négative par rapport à quelque chose que j'aurais produit. Ça me fera toujours plaisir. Voilà, ce qui me dérangerait, c'est qu'il n'y ait pas réaction. Parce que là, ça voudrait dire que la peinture n'est pas vibrante, elle n'est pas vivante, elle serait morte. Et là j'aurais un souci. Là. Ouais. C'est déjà arrivé, justement? Qu'il n'y ait pas de réaction? Ouais. Non. Bon, tant mieux. En général, ça réagit positivement ou négativement, très très fortement, mais il y a toujours réaction. Ouais. Ouais, il ne faut pas l'oublier, le 3e point du trio. Ok. Ensuite? Du coup, au stade de l'esquisse, vous préférez travailler numériquement ou manuellement? Puisque vous aviez dit que pour les clients, vous pouviez faire des collages. Tout à fait. Alors ça, c'est la partie, c'est toujours le volet architecte d'intérieur. Hein. On ne présente jamais une pièce ou un objet de design comme ça au client sans qu'il ait vu les esquisses à l'avance. Donc ça peut être toute une approche de plan, de cadrage, de photomontage, de dossier, phase 1, phase 2, phase 3 d'un projet, comme en architecture. Ça peut être une éventualité selon toujours ce qui m'est demandé de réaliser. Voilà. Si c'est une fresque collective, par exemple avec des enfants dans une école ou avec suite à un stage ou un projet culturel, évidemment, il y aura des projets, des approches qui feront qu'on construit comme on construit un mur. Hein. Donc, on va préparer le ciment d'un côté, les briques qui seraient les pièces de chacun d'un autre côté. Et puis, il y aura l'assemblage, le moment de l'assemblage. Donc, toutes ces périodes nécessiteront forcément une approche un peu plus analytique et cartésienne de l'art que si
J'avais juste envie de faire un tableau qui arrive comme ça un soir, où là, non, je serais plus dans l'instinct et dans le moment présent, dans le geste. Tout dépend de du projet qu'on me confie, en fait. Et d'ailleurs, excusez-moi, ça dénote aussi une espèce d'adaptabilité de l'artiste par rapport à ce qu'on lui demande. Je pense que c'est essentiel à la survie de l'espèce dans notre société contemporaine de pouvoir s'adapter. L'adaptation, c'est la clé pour aller plus loin, je pense, mais dans tout corps de métier. Comment vous êtes-vous tourné vers la peinture ? Alors en fait, il y a des personnes qui vont s'exprimer en chantant, en parlant, en dansant, en faisant du sport, je ne sais, en cuisinant. Ma grand-mère était fortiche là-dedans, en jardinant. Ben moi, c'était depuis que je suis petite. En fait, j'ai toujours dessiné. Je crois que j'ai même dessiné avant de parler, en fait. Enfin, on va dire, comme me disent les enfants en centre aéré, j'ai crabouillé avant de parler. Pourquoi peignez-vous ? Alors, parce que je ne peux pas vivre sans peindre, voilà. Pour moi, c'est un besoin qui se situerait en bas de ma pyramide personnelle de Maslow, voilà. Donc, manger, dormir, avoir un toit sur la tête, une sécurité. Bah, moi, il y aurait aussi le fait de peindre, voilà. Sans peinture, je pourrais pas passer le quotidien, je pense. C'est encore plus fort qu'une passion, du coup. Ah ben oui, c'est presque exactement. C'est encore plus fort qu'une passion. C'est quelque chose qui m'est indispensable à ma survie, à moi. C'est ma soupape de sécurité, c'est mon psy, c'est mon meilleur ami, c'est tout ça. En fait, je suis jamais seule avec ma peinture. Je suis toujours accompagnée. Et vous mettez un fond musical quand vous peignez ? Exactement. Alors là, est-ce que vous m'observez ? Non. Non, mais écrivant aussi moi-même, je me dis, bon voilà, je posais une question. Tout à fait. J'ai mis un fond musical et je suis une grande fan de musique baroque. Donc Jordi Savall, les arts florissants, ce genre de choses, la polyphonie musicale. Et ça me met en fait dans un état méditatif, un peu comme les yogistes ou de transe. Le mot est peut-être un peu fort, mais je suis comme si je me transcendais de moi-même. Ouais, c'est ça, je me transcendais. Voilà. Donc c'est moi en mieux. Oh, c'est bien ça. Combien de temps vous passez à peindre par jour ? Alors, comme c'est mon travail principal, j'y consacre au moins, je veux dire, en atelier peinture pure, vous parlez en création aussi numérique, etc. Les deux. En totalité, j'y passe plus de 8 heures par jour, ouais. Est-ce que c'est facile d'être exposé dans une galerie ? Alors non, ce serait vraiment mensonger et hypocrite et bienséant et tout ce que vous voulez de vous dire. Ah oui, c'est hyper facile d'être exposé dans une galerie. Non. Déjà, il faut trouver sa galerie, la galerie qui va avoir envie de vous représenter, qui va comprendre le message que vous avez à faire passer, qui va avoir envie de parler de vous. Et puis, bon, il faut pas se leurrer. Le métier de galeriste, le galeriste, c'est un passionné, oui. Ça peut être un collectionneur, effectivement. Mais le galeriste, c'est avant tout un commerçant. Donc, le galeriste, ce qu'il veut, c'est faire des foires et que vos tableaux se vendent super bien pour lui gagner sa vie, tout simplement. Enfin, il n'y a pas de mystère. Et puis, on n'est plus au 19e siècle. On n'est plus à l'époque où le galeriste arrivait dans ton atelier, t'achetait 200 toiles, repartait, puis essayait de vendre son fond de toile comme ça. Les contrats sont un petit peu différents de nos jours avec les galeristes. Les rapports sont différents. Maintenant, souvent, les artistes ont des agents. Ou des talenteurs, alors comme se fait appeler Jean-François Petithomme avec qui je travaille pour les concepts dérivés, notre fameuse griffe, là on s'en fiche dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des rencontres, mais je dirais que c'est plus de l'ordre du contractuel maintenant que c'est comme le mariage. Avant il n'y avait pas beaucoup de divorces, on était mariés pour la vie durait aussi moins longtemps. Maintenant, on divorce, puis on passe à autre chose, et puis on peut éventuellement se remarier. Le rapport d'un artiste avec son galerie, c'est un peu ça, maintenant, je dirais. Et là, en ce moment, vous êtes exposé à Bolbec. Exactement. Je suis exposée Place des Arts avec d'autres artistes qui sont super sympathiques jusqu'au mois de juillet me concernant. Je vous invite tous à passer du lundi au samedi, de 10h à 18h.
Et c'est vraiment très sympa. Il y a pour tous les porte-monnaies, pour tous les petits cadeaux qu'on a envie de faire, ou de se faire vraiment plaisir avec une grande toile. Il y a vraiment un éventail très intéressant. Et en plus, Nadège et Luc, qui adorent les enfants, qui sont d'ailleurs plus curieux que leurs parents et on les entend devant la vitrine. Maman, mais viens, on rentre, on va regarder. Et hop, les parents qui rentrent et à qui on peut expliquer un peu ce qu'on fait, ça fait toujours plaisir de pouvoir parler de son art et de rencontrer, de faire des rencontres et de communiquer là-dessus. Ça, c'est très, très important. J'ai également d'autres expos actuellement. Donc, à l'espace Chamberlain, dans le 1er arrondissement de Paris, en face du Jardin des Tuileries, avec une exposition qui s'appelle Trésor, avec beaucoup de toiles époxy, donc très brillantes, qui évoquent un peu le monde des azulejos. Donc, c'est les carrelages très brillants portugais dans les tons de bleu, de blanc, avec de la feuille d'or et de la poudre d'or toujours. J'ai également une exposition au Hilton de la Défense avec 25 toiles sur la mythologie et les cosmogonies, donc les créations du monde, tous les mythes qu'on connaît, qu'on a étudiés souvent à l'école, Diane Chasseresse, Daphné et le Laurier, Danaé, etc. Donc toujours dans un style figural. Celle-ci, c'est au Hilton de la Défense, vraiment près du CNIT, donc Paris 20, limite Puteaux. Et j'ai un dernier showroom d'expo dans le restaurant Le Tastevin de Maison Lafitte, qui est un restaurant étoilé et qui accueille actuellement une vingtaine d'œuvres. Et là, c'est plus sur la relation et la connexion entre l'animal et l'homme. Ok, vous êtes bien exposé sur Paris. Oui, je suis assez représentée parce que j'habitais pendant une dizaine d'années à Paris. Donc j'y ai mes connaissances, mes amitiés, mes attaches, et puis souvent on m'appelle. Quel est le lieu justement où vous avez exposé et qui vous a le plus marqué ? Alors le lieu où j'ai exposé qui m'a le plus marqué, c'est le Grand Palais éphémère cette année, avec où on était à Comparaison. Donc il y avait Comparaison, le Salon des artistes français, et d'autres grandes représentations comme ça du monde de l'art. J'ai été marquée premièrement par la taille du lieu. C'est sur le Champ de Mars, donc je veux dire, il y a moins sympathique comme cadre. Voilà, c'est tout vitré. C'est très très grand, et puis on rejoint complètement on est dans l'esprit de toutes ces expositions universelles du XXe siècle où il y avait tous les arts qui étaient représentés, où on dénichait des pépites quand on était galeriste, Gustave Courbet, etc., etc. Enfin, tous ces Eiffel et tout ça, tous ces gens-là ont été découverts dans ce genre de art fair, de foire d'art comme ça, et de savoir-faire. Non, ça a été une très belle expérience où en plus on rencontre plein d'autres artistes, ça brasse une foule incroyable de gens qui sont intéressés par la culture, le milieu de l'art, et puis aussi de badauds qui se promènent et qui se disent tiens, on va aller visiter la foire d'art parce qu'on a envie d'avoir un joli tableau au-dessus de notre canapé. Mais c'est aussi ça, mais c'est cette diversité et cette richesse qui fait que le monde est monde et que c'est intéressant de faire le métier que je fais. Et quel est justement l'endroit où vous rêverez d'être exposé prochainement ? Moi, j'adorerais être exposée à l'international maintenant. Parce que j'ai fait quand même, j'ai été exposée au Publicis Drugstore. Là, le week-end dernier, j'étais exposée au Cercle de l'Union Interalliée dans le 8e à Paris, à côté de Matignon, avec plusieurs œuvres plus classiques sur la maternité, l'exode et la paix retrouvée. J'ai été exposée au Salon de l'Automne, sur les Champs-Élysées. J'ai été exposée dans beaucoup de galeries du 6e, beaucoup de galeries du 8e. À Paris. Donc, j'aimerais me trouver un galeriste qui serait mon prochain mari par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à mon travail, ça c'est sûr, mais également être exporté à New York, à Dubaï, à Shanghai, en Australie, à Sydney. Moi, j'ai envie que mes toiles voient du pays. Bon, si je peux voir du pays en même temps, ça m'arrange. Je me mets dans le conteneur avec les toiles, hop. Mais voilà, j'aimerais. Ce serait mon rêve. Ouais. Bon, prochainement peut-être, en tout cas on vous le souhaite. Merci. Et du coup, est-ce que vous avez des anecdotes à nous partager sur votre travail ? J'avais une fois, c'est quelque chose de très touchant, hein. C'est assez personnel, mais je pense que les auditeurs
peuvent être touchés ou intéressés par cette anecdote. J'ai un monsieur d'un certain âge qui est collectionneur et qui s'y connaît quand même pas mal, qui était dans un cadre d'une exposition lors d'un vernissage. Donc c'était assez mondain, tout le monde était un peu guindé, et puis ça parlait pas trop de choses, de sujets à éviter, etc. Et puis le monsieur s'approche de moi, mais je le vois un peu sur la réserve, un peu timide. Et j'avais vu qu'il avait regardé longuement la peinture qui était quand même grande. Elle faisait du grand format, toujours parce que je suis plus à l'aise sur le grand format, donc un 2 mètres par 1,50 m, qui représentait une création du monde, une cosmogonie avec un espèce d'être, on ne savait pas si c'est hermaphrodite, donc entre homme et femme, qui donnait naissance à une planète Terre comme ça, avec Ganesh, l'éléphant qui symbolise la sagesse chez les hindous, Gaumata, la vache nourricière qui crée la Voie lactée, les piliers du monde en bas de la toile, puis tout en haut, sur la gauche, il y avait un visage qui apparaissait comme ça dans la peinture, mais qui ne se révélait pas tout de suite. Il fallait regarder assez longtemps pour voir qu'effectivement, il y avait un visage. Mais une fois qu'on l'a vu, par contre, ce visage sur cette toile, qui s'appelle Cosmogonie d'ailleurs, on ne voit plus que ça. Et c'est un visage qui est apparu quand j'étais en train de peindre, justement, un petit peu en peinture automatique, on appelle ça. Ça veut dire que je n'avais pas contrôlé ce visage. Je ne voulais pas forcément qu'il y ait un visage. Et puis à un moment, quand j'ai fini ma peinture, je me dis, il y a un visage là. Et puis vraiment, on le voit. Et le monsieur s'approche de moi, puis il me dit « Excusez-moi, madame, mais voilà, moi, qui a servi de modèle pour le visage qui est en haut ?» Et je lui dis « Mais justement, alors je lui explique la peinture automatique, tout ça, enfin, ce que je viens de vous expliquer un petit peu pour que vous visualisiez la toile, qui est dans les tons de bleu marine, de rose fuchsia, etc. » Et je lui dis « Non, il n'y a pas eu de modèle. » Et il me dit « Parce que c'est le portrait craché de ma maman quand elle était jeune. » Et je suis sidérée par ce visage. C'est parce que j'ai pas de photos sur moi, parce que c'est bluffant. Et assez souvent, comme ça, j'ai des clients qui achètent des peintures. C'est comme si la peinture les attendait, en fait. Elle est faite par... Là, c'est très, très fort, hein, l'anecdote que je viens de vous partager. Mais parfois, c'est exactement ce ils cherchaient exactement ça pour mettre à tel endroit de leur déco. Ou alors, ça leur évoque une réminiscence d'enfance très très particulière, avec des couleurs, des choses comme ça. Et puis, donc du coup, c'est comme s'il y avait un tableau qui attendait, en gros, son âme sœur, regardeur, visiteur, spectateur, client, voilà. Et quand la rencontre se fait comme ça, j'ai l'impression de travailler dans une agence matrimoniale. Et là, je me dis que le job a été réalisé et je suis ravie. Voilà, je me dis que ça y est, là, je tiens le bon bout, j'ai réussi, j'ai rempli le contrat. Il est reparti avec, ce monsieur ? Évidemment. Bien sûr. J'ai peur que vous me disiez non. Évidemment, mais pas tout de suite, hein, parce que la toile était gigantesque et que donc on a un peu... Alors juste comment vous faites pour les déplacer ? Alors, Parce que c'est là, par exemple, 2 mètres sur 1,50 m, c'est assez énorme. Oui, alors les grandes toiles comme ça, soit il y a un transporteur qui est prévu avec le galeriste ou l'exposant, le curateur ou le commissaire d'exposition, etc. Soit tout simplement on démonte, on dégrafe la toile, on démonte le châssis, on roule la toile avec précaution, parce qu'en plus moi je travaille en technique mixte, donc il y a souvent des collages ou des endroits où on ne peut pas vraiment rouler la toile, c'est comme si la peinture était ultra lisse, mais comme un tapis, donc hop, on roule, ou on plie comme un lait de tissu s'il y a des endroits qu'on ne peut pas plier, et puis après on remonte dans le bon endroit. Donc oui, c'est effectivement une logistique assez acrobatique, mais c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est l'adaptabilité. Et moi, j'aime les grands formats, donc je ne fais pas que ça, hein, je fais des plus petits formats aussi, mais je veux dire, je trouve que c'est plus sympa. Alors, je décline quand même quelque chose d'autre qui est du grand format, mais sur plusieurs panneaux de 1 mètre par 1 mètre, par exemple, et après on réassemble les panneaux. Puis on peut même laisser un petit centimètre ou 2 centimètres, même un petit jour entre les peintures ou les pièces d'un même puzzle. Ça peut être aussi intéressant pour la compréhension de la peinture ou même pour l'exposition en entreprise ou chez le particulier de la peinture. Ça se fait de plus en plus. Puis alors là, notamment à Paris, chez les Parisiens, enfin dans nos contraintes urbaines qui sont pas forcément des grands espaces. Et là, ça peut être aussi intéressant et sympathique de procéder comme ça en plusieurs parties, plusieurs pièces.
Merci beaucoup, Adélaïde Leferme, d'être venue nous voir aujourd'hui. C'est très intéressant. Merci de me recevoir. On pourrait encore durer quelques minutes parce que c'est vraiment très très intéressant. Merci beaucoup. Merci à l'équipe aussi qui a travaillé sur cette émission et principalement à Maëlys, du coup, qui a co-animé. Très bien. Vous avez entre 12 et 30 ans, vous souhaitez parler culture, passion, n'importe quel art, vous savez que vous avez votre place ici à la MJC. N'hésitez pas à toquer à notre porte pour créer une émission. Nous serons ravis de travailler avec vous. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez un site d'ailleurs justement ou d'ailleurs justement, très français ça. Est-ce que vous avez un site où on peut vous retrouver? C'est mieux comme ça. Tout à fait. Sur www.adelefeferme.art. Voilà, bon, ça on le sait. Sur les réseaux sociaux aussi, on peut vous retrouver Également. Adélaïde Leferme-Andreux sur Facebook, sur Insta, Adé Leferme ou Adélaïde Leferme aussi également. Voilà. Vous mettez des photos de vos Des réalisations, toujours également des installations in situ ou également des vernissages et prestations, bien évidemment. Bien. Et nous aussi, la MJC, nous sommes aussi sur les réseaux, donc Facebook, YouTube et Instagram. N'hésitez pas à partager nos émissions, évidemment, afin de faire connaître ces artistes au plus grand nombre. Encore merci à toutes les deux, merci Adélaïde d'être venue. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.